Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire Perspective 2022, Oser la différence, oser la confiance, excusez-moi. Alors, avant de commencer, peut-être quelques informations sur la langue de ce webinaire. Il y a, comme vous avez pu le comprendre, une traduction simultanée. Les instructions, vous avez pu les voir juste avant le début de ce webinaire. Le code à utiliser pour ce webinaire a été communiqué dans le chat. Vous verrez le code à utiliser dans le chat si vous n'y arrivez pas. Je commencerai avec quelques réflexions en français, puis je passerai la parole à l'orateur principal de ce soir, Hans Stegemann, qui donnera son exposé en néerlandais. Par la suite, il y aura un temps pour questions-réponses où chacun parlera sa langue et le modérateur ou la modératrice sera ma collègue Lieve Screurs, que vous connaissez entre-temps très bien. Voilà. Avant de passer la parole à Hans, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions. Nous avons pu constater ces derniers temps une reprise relativement rapide de l'économie mondiale après la pandémie de Corona. Néanmoins, la hausse des taux d'inflation, les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement et très récemment, malheureusement, une quatrième vague de Corona et même une nouvelle variante assombrissent le ciel à court terme. Dans le même temps, il est clair qu'un système économique court-termiste basé sur une croissance infinie n'est pas durable. Dès lors, une transformation de notre système économique est nécessaire et cette transformation, eh bien, elle ne pourra pas avoir lieu sans une transformation de notre pensée économique. Nous avons dès lors intitulé ce webinaire « Oser la confiance », car un avenir et une économie durable reposent sur la confiance. Pouvons-nous réussir une transition importante, telle que la transition énergétique, et pouvons-nous reconstruire l'économie mondiale sur des bases durables? Hans Stegemann abordera cette question à la lumière des récents développements économiques et sociopolitiques qui détermineront l'environnement d'investissement l'année prochaine et à plus long terme. C'est également sur cette toile de fond que Triodos Investment Management déterminera l'allocation d'actifs pour ces fonds d'impact en fonction de leur stratégie d'investissement individuelle. Tous ces fonds contribuent, comme vous le savez, à orienter les flux de capitaux de telle sorte qu'ils contribuent à une transition écologique et juste de notre économie. Sur ce, c'est avec grand plaisir, je passe maintenant la parole à Hans Stegemann. Merci beaucoup, Thomas. Bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un véritable plaisir pour moi de pouvoir vous présenter notre outlook, donc nos perspectives au nom de Triodos Investment Management. Alors, le thème que nous avons choisi cette année est la confiance. On estimait que c'était vraiment un thème qui méritait d'être abordé car c'est avec confiance que nous devons regarder l'avenir. Si vous avez des questions, je vous suggère de les poser dans le chat. Donc, je ferai ma présentation d'abord et comme Thomas vous l'a expliqué, après, donc, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Alors, permettez-moi de commencer par le premier point. Quand on parle d'investissement et de l'économie, il faut bien évidemment clarifier certaines notions. Et ce qui est important pour moi quand on parle de l'économie, c'est le bien-être. Je vous parlerai du bien-être. Ensuite, je présenterai les perspectives pour 2022. Je regardais les marchés financiers avant d'entamer ma présentation et j'ai constaté que les bourses européennes ont chuté ces dernières heures. Eh bien, c'est justement à cause de cette confiance. La Banque européenne avait parlé des taux d'intérêt et les bourses ont tout de suite réagi.
Je voudrais aussi vous parler de l'avenir proche, mais d'un avenir plus lointain. Donc, que faire après le Covid et comment transformer de façon durable notre économie? Et quel sera le rôle de Triodos dans cette transformation? Donc, quand on parle du court terme, il faut, selon moi, aussi présenter et parler de la perspective à long terme. Permettez-moi de commencer par le bien-être et la confiance. Je voudrais vous présenter le graphique qui se trouve à droite au-dessus. C'est un graphique assez simple. J'ai encodé donc dans Google Economic Growth, donc croissance économique et bien-être comme mot de recherche. Et ce que j'ai trouvé était quand même assez remarquable. J'ai retrouvé que la croissance économique ou le mot croissance économique comme mot de recherche apparaît de moins en moins, mais le mot bien-être apparaît de plus en plus. On peut interpréter cela de plusieurs façons. On pourrait dire, voilà, tout le monde sait ce qu'on entend par la croissance économique, on ne cherche plus la signification de ce terme. Moi, je pense qu'il y a un autre phénomène qui se présente. La société se rend compte qu'il s'agit de beaucoup plus que de la croissance économique uniquement. Et on voit, et cela est tout à fait remarquable, un pic énorme au mois de mai de 2020. C'était vraiment en plein premier confinement et dans beaucoup de pays, le sentiment était, voilà, nous allons pouvoir faire preuve de solidarité, on va pouvoir agir ensemble, on le fera ensemble. Et c'est cela que nous voyons dans ce graphique. Donc la pandémie a fait en sorte que la recherche de bien-être est devenue de plus en plus importante. Alors, je vous présente aussi le graphique en dessous. Bon, je ne sais pas si c'est visible pour vous, car l'écran est assez petit, mais le message qu'il faut retenir est le suivant. L'axe vertical, c'est donc le produit national brut, et l'axe horizontal représente l'index Happy Planet, donc un index de bien-être au niveau mondial. Et les boules sont les différents pays. La grandeur en fait de chaque cercle représente le nombre d'habitants. Alors il y a une ligne pointillée en rouge qui indique la relation entre les deux. Eh bien, cela est presque horizontal. Donc, en d'autres termes, il n'y a quasiment pas de relation entre le produit national brut par tête et le sentiment de bien-être. Donc, en d'autres termes, la croissance économique n'a pas vraiment une influence sur le bien-être en général. Cela ne signifie pas pour autant que la croissance matérielle ne serait pas importante. La croissance matérielle est cruciale, mais jusqu'à un moment bien déterminé, et ce point, ici, dans nos pays de l'Occident, on l'a déjà passé il y a très longtemps. Alors, ici, je vous montre un graphique de John Maynard Keynes qui parlait du comportement, le comportement des entrepreneurs et les facteurs qui déterminent ce comportement des entrepreneurs. La confiance, le terme confiance, donc en français également, nous avons le mot confiance, mais en anglais, nous avons deux termes. Nous avons le trust qui signifie confiance, mais le mot confidence signifie également confiance. Trust veut dire c'est la confiance qu'on a dans la société, les institutions, l'être humain, les collègues, les amis. C'est en fait une confiance de base qui est nécessaire pour le fonctionnement de la société. Ensuite, il y a un deuxième niveau de confiance qui est confidence. Il s'agit plus d'un sentiment. Ici, on parle de la confiance donc des consommateurs et tout cela est traduit en attente économique.
S'il y a un problème avec le trust, la confiance de base, ça se traduit dans la confiance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'économie en général. Et la confiance est un véritable défi dans beaucoup de sociétés. L'image au-dessus vous montre que certains pays, et beaucoup de pays en Europe, heureusement, donc ici, ce graphique montre que la confiance est grande. Et cela signifie que dans des pays où donc il y a beaucoup de confiance, mais que le bien-être est élevé également. En dessous, nous voyons que dans des pays où l'inégalité est très grande, que la confiance de base est petite. Donc, plus il y a d'inégalités dans la société, mais moins il y aura de la confiance. Dans les pays où la confiance de base était élevée, les habitants se sentaient bien, pas parce qu'ils étaient plus riches, mais tout simplement parce qu'il y avait une forte cohésion sociale. Et il y avait confiance dans les institutions et c'est dans ces pays-là qu'on a surtout pu agir contre la pandémie. Alors permettez-moi maintenant de vous parler des perspectives pour 2022. Je ne vais rien vous raconter de neuf. À un moment donné, j'avais éjecté, retiré tous mes slides sur le Covid, mais ici, malheureusement, on se retrouve dans une 4e vague et je suis donc obligée, malheureusement, de montrer à nouveau des graphiques liés au corona. Chaque vague a eu des effets économiques, mais il s'avère ou il apparaît que ces répercussions deviennent moins prononcées. C'est ce que nous voyons clairement dans les graphiques. Nous voyons aussi que de nouvelles mesures, de nouveaux confinements vont ralentir la relance et il y aura à nouveau des répercussions sur la confiance, le sentiment de confiance. Nous devons nous rendre compte qu'il faudra faire face à une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité aura des avantages pour tout le monde. Il faut bien s'en rendre compte. On ne peut plus retourner à la période, la situation d'avant le Covid. Donc ici, je vous parle de 2022. On espère bien évidemment que la pandémie sera terminée, mais nous croyons que l'année prochaine encore, malheureusement, on parlera encore beaucoup de cette pandémie. Si on prend les économies émergentes, en Afrique, même pas 5% de la population a été vaccinée. Et je parle là des premières doses. Aussi longtemps que cette inégalité reste si grande, le Covid continuera à circuler. On l'a constaté, il y a un nouveau variant qui s'est présenté, qui vient de l'Afrique du Sud. Et c'est tout à fait normal parce que le pourcentage de vaccination dans ce pays est beaucoup plus bas. Alors, il y a beaucoup de consommateurs et beaucoup d'entreprises qui ont bien épargné, qui ont épargné de l'argent. Et on pourrait s'attendre à ce que, à un moment donné, cet argent sera dépensé. C'est en fait ce qu'on retrouve dans beaucoup de prévisions, beaucoup de perspectives, et c'est la raison pour laquelle on parle toujours d'une reprise économique et d'une croissance économique parce que, tout simplement, avec le Covid, les gens ont épargné. Mais l'épargne va de pair avec la confiance. On va dépenser son argent au moment où on sera confiant. Et là, malheureusement, nous hésitons encore. Wat ook het afgelopen uur nog speelde op financiële markten is het verhaal over het vertrouwen dat inflatie weer terugkeert naar normaal.
Vandaag was in Europa de hoogste inflatie gemeten sinds decennia. En het verhaal sinds voor de zomer is eigenlijk al, we hebben tijdelijk Autre thème que nous voyons là, door problemen met et productieketens. c'est ce que je venais de vous dire, hein, donc les marchés financiers que je viens de consulter, c'est que l'inflation est quand même très élevée. Nous avons aujourd'hui mesuré l'inflation la plus élevée que nous avons connue depuis des décennies. Et finalement, c'est quelque chose que nous avons connu depuis la période avant l'été. Nous avons connu une inflation temporaire due donc au processus de production, due à la chaîne logistique, à cause d'une demande élevée de combustibles fossiles. Et cela a donné lieu à une inflation. C'est ce que vous voyez ici sur ce diagramme. Et les attentes au niveau de l'inflation sont assez stables. Mais nous avons par exemple le président de la Fed, la centrale américaine, a dit qu'il faudrait arrêter de penser que l'inflation est temporaire, transitoire, transitory, disait-il. Nous pensons que l'inflation ne va pas retourner à un niveau normal, tel que pensent les banquiers. Nous pensons que l'inflation, sur le long terme, sera limitée, mais ça aura quand même quelques conséquences. Et ça va quand même montrer quelques points, c'est-à-dire que nous allons connaître une période qui sera différente par rapport à la période que nous avons connue les 10 dernières années. Donc, une période que nous avons connue depuis la dernière crise financière. Nous avons au fond des inflations assez basses. Nous avions connu avant des rendements élevés, mais c'est une période qui ne va pas revenir du jour au lendemain. Autre fait, c'est que les leaders politiques continuent à faire la même chose. Ce que nous avons vu maintenant comme réaction à la crise du Covid, c'est un soutien à l'économie. Une chose inconnue, aussi bien par les autorités centrales, donc les banques centrales, mais également les autorités nationales. Nous voyons cela, par exemple, dans le bilan des banques centrales. Nous voyons également, par exemple, qu'il y a donc des soutiens qui ont été incroyables, ce qui signifie que nous avons eu des dettes publiques qui ont augmenté fortement. Et là, nous avons à nouveau la chance qui intervient. Et je crois que cela est très important dans la situation actuelle. Que vont faire les banques centrales? La Fed, par exemple, veut à nouveau que le bilan, les pointes, diminuent. En Europe, par exemple, on prévoit de ne pas augmenter les dettes davantage. Et puis, nous avons une autre question. Est-ce que les taux d'intérêt ne doivent pas augmenter? Et ensuite, que va-t-il se passer avec l'inflation? Il se pourrait que les taux d'intérêt augmentent. Et nous avons donc les marchés financiers, par exemple, qui pensent que ce n'est pas tellement intéressant. Et finalement, ils ont toujours l'idée que les banques centrales ne vont pas le faire. Et là, nous revenons donc aux dettes publiques. Les dettes publiques qui sont très élevées au niveau international, suite bien sûr à la pandémie. Et les marchés financiers espèrent que les dettes vont être limitées. Il va y avoir des dépenses, mais on espère que les dépenses ne vont pas augmenter. Nous avons par exemple qui a lancé 3 paquets pour soutenir l'économie américaine pour réaliser le plan climatique. Et puis nous avons par exemple également en Europe le paquet Next Generation qui pourra avoir un impact considérable, mais qui représente quand même beaucoup de dépenses. Et en Allemagne, par exemple, nous avons vu que les dépenses sont surtout concentrées sur la durabilité. C'est une très bonne idée en soi, mais il y a quand même encore quelques lacunes au niveau de la stabilité du système financier. Les dettes augmentent. Pour certains pays, ce n'est pas un problème, mais pour la Belgique, c'est sans doute un plus grand défi. Et je m'exprime prudemment. Tout est possible. Donc, le consensus est que cela peut se faire, sauf
si les taux d'intérêt augmentent, c'est-à-dire que le consensus est que les banques centrales ne vont rien faire de bizarre et il est possible de continuer à dépenser de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, c'était donc la partie sur les marchés financiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et là, je voudrais revenir à la confiance et l'égalité. Nous voyons que l'inégalité ne cesse de croître. Les pays les plus riches avaient par exemple la possibilité de commander des vaccins, avaient également la possibilité de lancer des campagnes de vaccination, et même lorsqu'ils avaient des excédents, donc ils ne vont pas le donner aux autres, mais nous avons maintenant la vaccination, le booster qui se fera. Donc aux Pays-Bas, c'est un peu plus lent, mais en Belgique, ça va se faire bientôt. Et finalement, rien ne reste pour les pays plus pauvres. Nous avons donc des pays plus riches, donc l'Europe et les États-Unis, avaient également la possibilité d'éviter les dommages économiques. Ils avaient plus de possibilités de limiter les dommages financiers, tandis que les pays pauvres, bien sûr, avaient moins de possibilités. Et ça ne fait qu'accroître l'inégalité. Ici, nous avons le graphique du haut. On dit, plus on est pauvre, plus il y aura une perte en matière de croissance. Donc ici, dans le graphique, il s'agit de bien-être, pas uniquement de croissance. Mais nous avons des pays où il y a une grande pauvreté, comme dans le graphique du bas. Il est justement très important que les gens aient un salaire et un emploi et qu'il y ait une économie qui crée de l'emploi. Et là, nous avons vraiment un problème. Nous voyons qu'il y a une augmentation de la pauvreté absolue, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent vivre avec moins de 1,9 $ par jour. Bon, nous voyons qu'il y a plus de personnes dans la rue, tout simplement. Nous voyons aussi que l'inégalité existe entre le petit en général, car nous avons constaté que depuis le 23 mars 2020, nous avons connu une euphorie sur le marché des actions. Hier, oui, vendredi, c'était un peu moins, mais ceci est surtout soutenu par les États-Unis, par les grandes les entreprises qui rassemblent tout l'argent. Et les petits accusent un retard. C'est quelque chose que nous ne voyons pas directement, et cela va donner lieu à une tendance qui existe depuis un temps, c'est-à-dire que le pouvoir des grandes entreprises va augmenter, c'est-à-dire le pouvoir augmente dans chacun des secteurs, que ce soit le secteur de la technologie, de la distribution, de la télécommunication, etc. Nous constatons dans ce secteur que la concentration augmente et qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises à plus de pouvoir et réalisent une marge bénéficiaire plus importante. Il est difficile également pour les petits à adhérer à ces marchés, à ces secteurs. Et cela est un problème. Même si on est pour une économie de marché, il y a toujours un problème parce que ceci n'est pas un marché libre, c'est tout simplement une perte de bien-être pour tous. Nous le retrouvons sur la bourse, on le retrouve dans les bénéfices des entreprises et finalement on le retrouve dans notre propre portefeuille. Et nous voyons dans certains pays qu'il y a une énorme dépendance des sociétés, où il y a un impact sur la politique, où les grandes entreprises peuvent intervenir dans les processus démocratiques, plus qu'acceptables d'ailleurs. Ensuite, nous avons également l'inégalité entre les générations. Nous avons des dettes publiques, mais les dettes en général doivent être remboursées. Et la dette publique est une chose qui devra être remboursée par la prochaine nation. En soi, ce n'est pas si grave parce qu'un budget n'est pas quelque chose qui nécessite vraiment un solde zéro. On peut faire des dettes. Mais bien sûr que s'il y a trop de dettes, cela a un impact sur la prochaine génération. Bien sûr, investir dans l'enseignement. L'argent est uniquement utilisé pour une pandémie. Pour ceux qui peuvent en profiter maintenant, ce sera très difficile pour la génération suivante. Ensuite, nous avons autre chose qui se présente pendant maintenant la période du Covid, c'est le prix de l'immobilier. Là, nous voyons vraiment où nous avons les propriétaires, donc les plus âgés qui profitent, tandis que les jeunes n'arrivent quasiment pas à entrer sur le marché. Ceci est une inégalité entre générations que nous voyons également dans le climat, dans également, et cela est un problème.
Donc, toutes ces formes d'inégalité ont un effet sur la confiance et sur le fonctionnement de la société et finalement également sur le comportement des citoyens, mais également sur la possibilité de pouvoir changer les choses. Et nous avons ici une version de l'inégalité. Ici, vous avez le patrimoine du top 0,00001% des Américains, c'est-à-dire les 18 Américains plus riches. Donc, vous savez qu'il y en a certains qui vont dans l'espace, ils aiment faire ça. Bon, nous avons ces riches extrêmes, ces patrimoines extrêmes démontrent une inégalité extrême. Et nous avons maintenant un niveau extrême historiquement élevé. Et cela a un effet sur la confiance, cela a un effet sur le bien-être, mais également sur la durée. Car nous savons maintenant que les super riches, d'ailleurs les plus riches du monde, ont une empreinte écologique énorme. Et s'il y avait une autre répartition, on pourra bien sûr déjà en faire bénéficier toute la société. Donc ce n'est pas uniquement économique, mais également un problème de durabilité. Voilà donc les problèmes et les défis à court terme. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un autre aspect. L'idée de la société, c'est qu'il y ait un équilibre entre l'écologie et l'économie. J'ai dessiné des cercles qu'on veut qu'il y ait vraiment un équilibre. Nous voulons vraiment qu'il y ait une fluidité entre l'écologie et l'économie. Mais ce qui s'est passé maintenant, et ça ressemble un petit peu à un sablier avec un socle un peu bizarre, c'est que finalement, nous avons l'économie qui est devenue plus importante que l'écologie et la société. Donc, les impôts, toutes les contributions qui nous permettent de rendre la société en équilibre ont été perturbées. Nous avons connu utiliser la nature, l'environnement gratuitement. Et on l'a utilisé pour en faire des gains économiques. Mais ceci est intenable. Donc, nous avons eu Glasgow, nous avons parlé de la biodiversité, nous avons des défis énormes qu'il faudra relever pour essayer d'améliorer la situation. Donc, j'utilise cette image depuis le début de la pandémie parce que changer le monde, ce n'est pas si simple. On ne peut pas faire un reset du monde. C'est quelque chose à se faire à plus long terme. Et pour vous donner un exemple de ce qui est possible, oui, nous voulons améliorer le climat et certaines personnes diront oui, mais il faudra faire cela de façon inclusive, avec des objectifs sociaux et écologiques. Et alors, nous voulons réaliser, bien sûr, un bien-être plus large dans la société. C'est ce que nous essayons de faire chez Triodos avec nos financements et les investissements. On dira oui, d'accord, mais nous voulons également déconnecter certaines choses. Nous voulons déconnecter l'économie par rapport aux dommages au niveau de l'environnement. Mais on pourrait dire également non, cela ne nous intéresse pas. Nous allons donc tout simplement retourner à l'époque avant la COVID. Et malheureusement, j'ai maintenant une annonce à vous faire. C'est ce que j'essaie d'expliquer ici. Dans tous les scénarios, nous voyons qu'il y a plus d'impact sur les ressources naturelles. Nous voyons que ceci est soutenu par des attentes standards dans l'économie. Cela signifie qu'il y a une augmentation des émissions de CO2 et que la seule solution qu'on pourra trouver pour résoudre ce problème, c'est la technologie. Moi, je crois vraiment en la technologie, je suis très optimiste. Mais lorsqu'il n'y a pas de preuves, dit-on, on ne peut pas directement, uniquement se baser sur la technologie. Donc, je crois que nous n'allons pas pouvoir retourner à la situation d'avant. Et nous avons dit chez Triodos, nous voulons donc surtout une option. Nous voulions donc qu'on passe du fossile au renouvelable, que nous allions donc quelque chose qui est basé sur la transaction vers une régénération, donc quelque chose qui soit mais plus efficace aussi pour qu'il y ait une autosuffisance des marchés, des choses qui peuvent donner lieu à une autre société. Allemaal een mening hebben, een betekenis hebben, die kan leiden tot een andere samenleving. Maar dat gaat niet lukken als we dit in een wip zo houden dat we zeggen het financiële is het Mais cela ne va pas marcher si on continue à dire que le financier est le plus important.
Si le financier pèse plus que le reste. Donc il faudra vraiment tout remettre en équilibre. Et il faut, comme le club de Rome l'avait déjà dit il y a 50 ans, il faut donc prendre la Terre, la planète comme base, et c'est dans ce cadre que nous devons essayer d'optimiser la société. Donc il faut voir les choses tout à fait autrement. Il faut mettre d'autres lunettes. Alors en théorie, ça n'est pas si compliqué, mais dans la pratique, il ne sera pas évident de changer. Comment est-ce que les entreprises vont devoir établir leur bilan? Pour l'instant, le bilan ne traite que des éléments financiers. Alors, ce que nous essayons de faire, eh bien, nous essayons et nous voulons dire qu'un investisseur durable qui promet un rendement à ses clients, basé sur du business quotidien, basé sur les attentes de croissance qui existaient dans le passé, en disant voilà le rendement attendu chez nous avec une inflation telle, etc., sera de autant, mais on n'y croit plus. Car là, c'est une question de business as usual, c'est une croissance exponentielle et on ne se soucie pas des limites de notre planète. Quand on voit la croissance économique des années dernières, cette croissance économique a pu être réalisée en mettant l'accent sur le domaine économique grâce à la globalisation, grâce au fait que beaucoup de services ont été dérégulés, il y a eu d'énormes déficits, d'énormes dettes, et tout ce qui n'est pas régulé par le marché peut tout simplement être fait. Polluer aussi longtemps que ça ne coûte rien, on peut continuer à le faire et cela a un rendement. Si nous voulons changer cette vision, le monde sera tout à fait différent. Et il faudra abaisser les attentes en matière de croissance. C'est ce que j'essaie de vous expliquer dans ce graphique. En fait, mon message est que la croissance a ses limites. C'est ce que nous avons constaté en 2020. À nouveau, je vous ai déjà parlé du climat, de la biodiversité. Alors, il faut voir ce que ces limites signifient pour les scénarios futurs, pour ce que vous attendez en tant qu'investisseur. Et donc, il faut penser à la transition, il faut essayer d'envisager un autre monde, dessiner un autre monde avec des objectifs qui sont importants pour vous. Alors ici, nous avons l'activité économique et nous avons les inputs naturels. Dans le processus économique, la moitié de la croissance peut être expliquée par l'input naturel. Si vous voulez avoir une économie circulaire, où tout est réutilisé dans l'économie, en théorie, on pourrait faire en sorte que le produit national brut augmente, qu'on n'a plus besoin d'inputs naturels supplémentaires, ce sont les petites cases vertes. La question est de savoir si ceci fonctionne. Bien évidemment, c'est une idée théorique. Une autre idée serait de dire, voilà, l'activité économique reste constante et on essaye de respecter les limites écologiques de notre planète. Ce sont les petites cases en vert foncé, vert clair, pardon. C'est une idée qui existe déjà depuis une trentaine d'années. On pourrait dire, voilà, cela ne va pas assez vite, il faut plutôt envisager un ralentissement de la croissance. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il faut vraiment envisager tous ces scénarios et voir ce qui pourrait marcher. Alors, vous allez peut-être me demander quels seront les rendements. Ici, on parle de transition. Cette image est assez compliquée, mais le message est le suivant. Nous avons un système économique. Donc, on a connu la révolution industrielle qui a bien évidemment engendré une transition de notre société. Il y a eu plusieurs phases dans cette transition. Il y a eu la vapeur, l'électricité, l'informatique, l'ICT. Tout cela a transformé la société, mais on ciblait toujours l'efficacité et la production. Une nouvelle transformation
Une toute nouvelle économie transities. comporte plusieurs transitions Waarschijnlijk is het logisch dat die antwoord gaat geven op de grootste uitdagingen van deze tijd. Ofwel, et cette transition devra nous permettre de trouver une réponse au défi le défi le plus important de notre époque, à savoir l'écologie et la durabilité. je je zorgen hoeft te maken Donc il faut faire en sorte over activiteit. que l'économie et l'écologie puissent aller Activiteiten niet meer kunnen. main dans la main et évoluer main dans la main. Activiteit moet komen, maar er komt wel andere Il y aura au niveau macroéconomique encore autant d'activités économiques, cela est important, mais il y aura d'autres types d'activités économiques. Et ce sont ces activités que nous devons essayer d'envisager, car ce seront ces secteurs et ces innovations qui seront porteurs de durabilité. Alors, permettez-moi encore de vous parler de la transition énergétique avec les objectifs qui ont été fixés. Beaucoup de personnes disent que c'est impossible de réaliser les objectifs qui sont fixés. Moi, je vous dis que ce n'est pas irréaliste, c'est tout simplement une question de faire des choix. Et il faut accepter les conséquences des décisions qui doivent être prises. Donc, une économie circulaire, bon, petit à petit, on commence à découvrir cette nouvelle forme d'économie, mais c'est donc à nouveau une question de oser prendre les décisions et oser passer à l'action. Et aussi une transition de notre nature, de notre écologie, mieux utiliser les terres, les matières premières, régénérer la nature, donc ne plus d'activités destructives, mais faire en sorte que notre système écologique soit amélioré. Et nous devons aussi mettre l'accent sur une production d'alimentation durable. Et pour pouvoir réaliser ces transitions, les transitions doivent être inclusives. Et c'est là que la confiance occupe vraiment une place cruciale. Les investisseurs doivent savoir et sentir qu'ils reçoivent quelque chose en retour. La société doit sentir qu'elle reçoit quelque chose en retour. Nous devons investir dans une économie future et non plus dans le meilleur du passé. Et donc, il faut vraiment mettre le focus sur le long terme et il faut oser s'engager. Voilà mon dernier transparent. J'espère que j'ai pu vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par cette transition, les différentes formes de transition. Je vous ai parlé donc de l'économie, de la confiance. Le plus important est donc de retenir que ce sont les transitions qui apportent et ces transitions nécessiteront encore beaucoup de réflexion. Je vous remercie pour votre attention. Tout grand merci Hans. Bonsoir tout le monde. Vous êtes très nombreux à suivre cette séance de perspective économique. Il nous reste une vingtaine de minutes pour vos questions. Vous pouvez donc poser votre question dans le Q&A dans votre langue. Je traduirai les questions en français donc pour Hans. Vous me voyez apparemment, ou vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas, me dit-on. En effet, c'est exact, on voit toujours M. Stegeman. Bon, je continue quand même, dit Madame Schreurs. Le plus important qu'on voit Hans quand il répond. Donc, je passe aux questions. Donc, posez vos questions dans votre langue. Nos interprètes traduiront en français et en néerlandais. Je prends les questions qui ont reçu le plus de likes. Alors, il y a Lucie. Bonsoir, Lucie. Hans, une première question qui porte sur un slide que tu as montré. Tu as montré que la pauvreté a augmenté, surtout pendant la pandémie. La question de Lucie est la suivante. Est-ce que cette pauvreté est élargie
Donc, est-ce qu'il y a plus de pauvres ou est-ce que les pauvres sont devenus plus pauvres? Ou est-ce que les deux se présentent? Eh bien, hélas, la réponse que je dois vous donner, c'est que les deux phénomènes sont bel et bien présents. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas de contrat, qui n'ont pas de contrat de travail, n'ont pas de revenus. Et quand on ne travaille pas, il n'y a pas de sécurité sociale non plus. Et donc, il y a de plus en plus de pauvres, en effet. Mais il y a aussi des personnes qui sont chômeurs de longue durée. Et quand le chômage touche plusieurs membres d'une famille, la situation devient encore plus grave. Donc ici, on parle vraiment du revenu, mais il y a aussi tous les problèmes au niveau de l'enseignement des pouvoirs publics. Plus longtemps cette situation dure, plus difficile il sera de remettre de l'ordre au niveau financier dans ces pays. Au printemps, on était encore assez optimiste en Occident par rapport à la pandémie. Ici, maintenant, tout le monde a compris que ce sera vraiment un travail de longue haleine. Et nous avons des fonds d'inclusion chez Triodos, des fonds avec lesquels on investit dans ces pays et on constate que le besoin de capital privé aussi est vraiment nécessaire pour pouvoir marquer la différence, car les pouvoirs publics seuls n'y arrivent plus dans ces pays, malheureusement. Très bien, alors il y a monsieur ou madame de Baats qui pose la question suivante. Il dit, voilà, nous sommes bien évidemment partisans d'investissements éthiques, mais est-ce que ces investissements ont vraiment un impact sur la planète ou est-ce que c'est tout simplement une petite couche de vernis qu'on a mis sur un concept capitaliste? Il renvoie aux débats qui ont été menés dans la presse suite à des témoignages de collaborateurs de BlackRock. Bon, j'essaye de peser mes mots. La position de Triodos ces dernières années était la suivante. On était un des premiers à lancer les placements des investissements éthiques. On a dû faire des choix. On a toujours voulu aller plus loin. Et donc ici, c'est ce qu'on continue à faire. On essaye toujours d'avoir un impact positif et en fonction de cet impact positif, on fait des choix orientés à venir. Comment stimuler la transition sans regarder derrière nous? Beaucoup de parties dans le secteur financier ont d'excellents services de marketing. La responsabilité sociétale est souvent retenue, bien évidemment, dans les informations financières, tout simplement pour avoir un meilleur rendement. Mais malheureusement, ces fonds ou ces parties ne veulent pas améliorer notre planète et changer les investissements. Quand on investit dans tout ce qui est sociétalement responsable, on ne contribue pas nécessairement à un monde meilleur, mais cela ne cause pas de dommages non plus. C'est-à-dire que vous dites, si on veut avoir un véritable impact, on va donc avoir un investissement, ce qu'on appelle un investissement impact. Bon, je conseillerais à tout le monde, qu'on soit client chez Triodos ou pas, regardez donc quelles sont les entreprises dans le fond et regardez s'il y a des entreprises qui aident la durabilité ou pas. Donc même sous le titre ou sous le chapiteau, donc investissement impact, ce n'est pas toujours la chose la plus ou la meilleure chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut essayer
d'être plus transparent, que le client sache à quoi est destiné son argent. Et je crois que cela peut aider à rendre l'investissement durable plus durable. Est-ce que vous voulez dire que certains fonds d'investissement sont répartis dans véritablement durables, donc par exemple conforme à l'article 9 de l'Europe? Oui, oui, ça devient très technique. Mais pour vous donner des explications quand même, lorsque vous voulez être un fonds d'impact, c'est-à-dire que quand on veut être conforme à l'article 9 de l'Union européenne, il faut également avoir des objectifs qui sont mesurables et que les clients peuvent voir. Donc, il y a une visibilité. Et là, on peut faire la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire donc on est durable parce que nous faisons quelque chose au niveau de la responsabilité sociale, mais nous sommes durables parce que nous respectons l'article 9. Quand on parle de la transition, et je vais essayer de prendre deux questions en même temps. Quand on parle de la transition, la question est-ce qu'il peut gérer la transition? Est-ce que ce sont les autorités, est-ce que ce sont les sociétés, ou qui donne déjà une réponse et dit les décisions sont essentiellement de nature politique. Alors, quel est le pouvoir du citoyen? Que pouvons-nous faire, nous? Oui. Dat zijn hele valide en goede vragen. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Nous avons maintenant déjà ce qu'on pourra appeler une littérature de la transition. Et ce qu'on retrouve là, c'est que, et on peut donc retrouver Triodos également. C'est-à-dire que nous avons des citoyens et qu'il y a des initiatives particulières, mais également des banques comme Triodos qui essayent donc de développer des initiatives et qui montrent que certaines choses peuvent être faites dans le système actuel. Donc, je crois que ces exemples, cette inspiration, le fait que les gens essayent de faire les choses différemment, cela aide donc les politiciens, mais également donc d'autres choses à faire donc des choses qui sont donc vraiment très intéressantes. Ce que nous avons vu également les derniers mois, c'est que quand on voit des institutions financières qui font ce que Triodos a fait depuis des années, c'est-à-dire, par exemple, le fait de ne plus investir dans des fossiles, cela a un impact énorme, une pression sur ces sociétés pour changer. Mais je crois que ce sont également des choses très importantes pour les sociétés en général. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de facteurs individuels. Nous devons essayer donc de créer des initiatives petites et puis également les agrandir, qui finalement pourront donner lieu aux décisions politiques. Et je crois que l'exemple ici aussi est de l'Allemagne et ce qui donc est réalisé avant. Je crois que c'est quelque chose qui était impossible il y a quelques années. Et finalement, donc nous voyons qu'il y a des choses qui reviennent dans la politique parce que nous voyons des exemples qui sont donnés par des individus. Mais finalement, ce n'est jamais un processus rectiligne et c'est toujours trop lent, c'est vrai, mais je crois que c'est quand même très important et qu'il faut continuer de le faire. Nous avons ici encore toujours des questions sur la transition et il y a donc un spectateur qui fait référence au débat très actuel, à savoir donc sur les différents types d'énergie. Est-ce que le nucléaire, faut-il le garder, faut-il sortir donc de nucléaire, faut-il rester dans le nucléaire, est-ce qu'il faut faire la même chose pour le gaz naturel, etc. Au fond, la question est multiple. Est-ce que Triodos essaye de voir les aspects durables, mais également va s'occuper de l'investisseur potentiel individuel. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la transition, donc la taxonomie, on parle donc du spreadsheet vert et ou écologique de l'Europe, c'est-à-dire que peut-on appeler vert, qu'en est-il du pacte vert, etc. Quand on parle de la transition, je crois qu'il est important de savoir que le gaz réel est quelque chose de très important. Et donc en France, par exemple, nous avons le problème nucléaire qui est toujours là. Donc dans la transition, nous avons besoin de certaines choses qui ne sont peut-être pas directement vertes. Et je crois que
ce qu'on appelle vert, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait partie de la transition. Le gaz naturel et le nucléaire, selon moi, n'ont pas vraiment leur place. C'est une transition, mais c'est différent. Donc, c'est-à-dire que, alors, ça, c'est en ce qui concerne la durabilité. En tant que Triodos, nous l'excluons, c'est-à-dire que nous allons exclure tout simplement donc le nucléaire, parce qu'il n'y a toujours pas de solution pour les déchets nucléaires. Mais cela ne signifie pas qu'on a besoin, donc là, en tant que transition, mais c'est-à-dire en tant qu'investisseur personnel ou individuel, on n'a pas la possibilité. Alors, une autre question. Le majeur défi pour les pays à bas revenus et pour le monde entier, est-ce que le plus grand défi ne serait pas de donner la possibilité à ces pays de se développer afin d'atteindre un certain niveau et afin de faire en sorte que une bonne partie de la population dispose d'un revenu de base? C'est important pour ces pays, mais aussi pour le monde entier, car on ne vit pas sur une île. Absolument. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment mieux cibler les limites de notre planète. C'est ce qui a été dit à Glasgow, on empêche les pays émergents à voir ou à faire tout ce qu'on a fait dans le passé. Et on ne veut pas non plus compenser ces pays. La littérature économique l'a montré, nous avons suffisamment de ressources sur cette planète pour donner un revenu équitable à tout le monde, mais c'est une question politique. Et il est vrai que les revenus moyens dans nos pays sont assez élevés. Donc, il est difficile de restaurer l'équilibre, mais donc un premier pas consiste déjà à organiser une solidarité internationale. Et au niveau politique, cela pose problème. En théorie, tout ça est facile, mais il faut, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, il faut oser s'engager, il faut oser mais faire quelque chose, et il faut s'engager à trouver des solutions pour des choses qu'on n'aime pas trop. Question suivante. Ici, il faut changer le paradigme donc dans l'économie. Tu as montré la balance. Et tu as dit que nous devons évoluer vers une économie où les finances sont ancrées dans l'écologie et dans tout ce qui est durable. Quid de la création de dettes? Est-ce qu'on ne se retrouve pas automatiquement dans un scénario davantage de croissance pour pouvoir rembourser toutes ces dettes? Donc, quelle est la place des dettes et comment voir les dettes dans ce paradigme ou ce changement économique? Bon, en soi, les dettes ne devraient pas constituer de problème à condition que ces dettes puissent être utilisées utilement dans notre économie. Donc vraiment pour des services et des biens qui sont absolument nécessaires pour l'humanité. Mais cela, malheureusement, n'est pas le cas. Et cela constitue un problème parce que ces dettes et ces intérêts, il faut les rembourser sans qu'il y ait de services collectifs qui aient été réalisés. Donc, il nous faut, dans ce cas, de la croissance économique pour
rembourser, en effet. Et c'est un petit peu cette spirale dans laquelle on se trouve. Bon, il y a des solutions pour résoudre ce problème, mais c'est-à-dire éliminer les dettes. Het is volgens mij niet zo dat. Daar zijn de meningen over verdeeld. Volgens mij is schuld in mijn optiek niet per definitie het probleem, maar nu wel. Mais les Volgens mij opinions sont mensen assez die per divergentes. definitie het Pour moi, probleem. les dettes par Maar de définition ne constituent pas un groeiverslaving problème, mais et les taux d'intérêt non plus. Les taux d'intérêt ne sont pas un problème par définition, is misschien een heel kort mais antwoord op een heel ingewikkeld onderwerp. Maar ik denk dat we voor nu daar even dans notre société, on veut toujours avoir plus. Et pour cette raison, donc, on a de plus en plus de dettes. J'ai essayé de raccourcir ma réponse. Je voudrais faire référence à une question assez populaire qui est peut-être typique pour la Belgique, à savoir la question de certains spectateurs est quelle est notre position par rapport au newbie, donc c'est-à-dire la banque coopérative qui s'est lancée sur le marché belge. Une banque est en train de se développer. Et je crois que c'est peut-être une question plutôt pour la branche belge. Et quand même. Plus il y a de banques durables sur le marché belge, plus il y a des possibilités de cofinancement, etc. C'est donc tout simplement une introduction à la question suivante, parce que nous avons une question sur le nouveau gouvernement allemand. Vu la position de l'Allemagne en Europe, pensez-vous que les plans du nouveau gouvernement peuvent donner un boost au plan européen Fit for 55? Est-ce que cela donc pourra stimuler la Belgique et les Pays-Bas au niveau de la transition? Bon, écoutez, c'est quelque chose qui va également avec la discussion sur la taxonomie et donc sur le nucléaire et le gaz naturel. Car selon moi, l'Allemagne se concentre davantage sur l'axe franco-allemand. La France a une autre position. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une tension au niveau de la discussion sur le nucléaire, parce que l'Allemagne a finalement pris une toute autre décision que la France. Et finalement, cela va déterminer ce qui se passe en Europe et donc ce qui va se passer également en Belgique et aux Pays-Bas. Et moi, je crois que cela peut aider à booster les plans de la Belgique et des Pays-Bas. Et je crois que lorsqu'on parle de transition et quand on dit quelles sont les possibilités de bien-être et de prospérité dans une société, c'est que nous, en tant qu'Européens, nous devons être des précurseurs, des pionniers dans la transition. Et je crois que la Commission européenne a cet esprit, c'est-à-dire que l'innovation et la durabilité doivent aller de pair pour donner des perspectives aux citoyens européens. Et je crois qu'il faut surtout, en temps de Covid, être positif. Il y a en Europe certaines étapes qui ont été franchies qui avant n'étaient inconnues. Nous avons par exemple le Next Generation EU et qui est donc vraiment un programme très important qui permet à l'Europe d'avancer. Et je pense que cela peut aider. Et je crois aussi que pour l'instant, donc les partis sont en train d'étudier s'ils sont d'accord avec cette position, mais si on va dans le bon sens, je crois que cela peut se réaliser. Donc, avec cette perspective positive, je crois que nous pouvons conclure ce débat. Il est 8 heures. Nous allons respecter l'heure de fin, mais avant de dire au revoir donc à tous les participants, je voulais également vous dire que nous n'avons pas eu l'occasion de répondre à toutes les questions, mais aucun problème, dans le sens où, après ce webinaire, nous allons vous envoyer un lien
op het gemak bekijken, maar ook we gaan u de link doorsturen car naar vous aurez l'occasion de tout PDF regarder tranquillement. en Puis vous avez également tekst donc un die lien Triodos qui Investment vous sera Management envoyé Team donc van sur le Hans PDF, heeft gepubliceerd. un Global PDF qui a été Investment publié Outlook, donc par l'équipe de Hans, donc Global 2022 Investment in het Outlook Engels. 2022. En daar C'est en kan u anglais, wellicht bien entendu. nog een Et aantal là, andere vous allez pouvoir antwoorden vinden op vragen retrouver die niet aan bod zijn des gekomen. réponses à des questions que nous n'avons pas pu poser. Donc, je vais terminer ici. Je remercie les nombreux participants. Je les remercie d'avoir écouté Hans ce soir et également je les remercie d'avoir posé de nombreuses questions. Merci beaucoup et à vous tous une très très belle soirée encore et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.